Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 33e Festival international du film francophone de Namur. Au programme 150 films, des longs, des courts, des fictions, des docus, des rencontres aussi. Et pour parler de tout ça, bien un magazine télé quotidien, c'est Silence on Fif et c'est maintenant. La Helbe et l'IEX. En collaboration avec la RTBF, présente Hé, attendez-moi! Silence, le Fif. Bienvenue donc dans ce magazine entièrement réalisé par des étudiantes et des étudiantes. C'est d'ailleurs l'un d'eux, Jonathan, qui va nous livrer tout de suite le sommaire de ce premier numéro. Oui, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, visite des coulisses de la collaboration entre les étudiants de l'IEX et de la Helbe qui travaillent d'arrache-pied pour vous offrir quotidiennement une émission de qualité. Retour sur l'actrice belge Virginie Efira et ses multiples facettes. On la retrouvera d'ailleurs dans Un amour impossible, film dans la compétition officielle. Et pour en parler, nous aurons sur le plateau sa réalisatrice Catherine Corsini. Enfin, Eva a parcouru la ville de Namur à la recherche d'anecdotes croustillantes à propos du film bien connu C'est arrivé près de chez vous. Ce sera dans le défi du jour. Alors tout ça donne envie évidemment, mais avant tout cela, un moment incontournable dans tout festival de cinéma qui se respecte, c'est bien sûr le gala d'ouverture. Oui, c'était l'occasion parfaite pour y croiser du beau monde. Entre conférences de presse, cocktails en présence de plusieurs membres du jury et évidemment la cérémonie officielle d'ouverture, vous allez le voir, nos équipes n'ont pas raté une miette de cette première soirée du FIF. Nous déclarons ouverte la 33e édition du Festival international du film francophone de Namur. Le coup d'envoi du FIF 2018, c'était ce vendredi soir à Namur. 350 invités, 30 000 festivaliers et 1,5 million d'euros de budget, mais aussi des dizaines d'acteurs présents. Et l'ambiance était au beau fixe, puisque la spécificité de cette édition 2018 est de présenter plusieurs films plus légers que la programmation habituelle. En général, le cinéma dit d'art et essai, c'est quelque chose qui c'est pas des comédies en général, mais ça vient ici dans la sélection, même si c'est grave, il y a une pointe d'humour, en tout cas une légèreté pour la filmographie, c'est intéressant. Le FIF 2018, c'est aussi un rayonnement important à l'étranger. C'est sûr, on n'est pas à Cannes, et tant mieux. On aime venir à Namur pour sa bonne ambiance. On m'a dit que j'allais me marrer. Les gens sont curieux, puis nous, c'est intéressant de voir le retour aussi, qui n'est pas forcément dans notre pays, dans l'endroit où on vit. Pour l'ouverture de cette édition 2018, Romain Duris présentait son nouveau film, Nos batailles, réalisé par Guillaume Sonnet, une œuvre entre comédie et drame qui représente bien les promesses de ce 33e festival, l'histoire d'un père de famille qui, après le départ soudain de son épouse, doit mener de front sa vie familiale et professionnelle. C'est un peu compliqué en ce moment, ok? J'ai pas beaucoup de temps. Tu es pas là. Je suis là. Les personnalités présentes au FIF apprécient surtout l'ambiance bon enfant qui règne au festival. On en a donc profité pour leur demander ce qu'elles attendent de cette 33e édition. Le FIF, c'est toujours un rendez-vous où on célèbre à la fois la francophonie et à la fois le cinéma. Je suis trop contente d'être à Namur, c'est la première fois que je viens enfin à ce festival. J'avais vraiment envie de venir depuis longtemps. Le FIF est très fidèle avec les réalisateurs, avec les comédiens, on est toujours très bien accueillis. Enfin voilà, c'est un plaisir de venir ici. J'étais venu l'année dernière donc, pour présenter Tout nous sépare. J'avais aimé l'ambiance, j'ai aimé la programmation, j'ai aimé les gens qui dirigent ce festival, qui sont des vrais amoureux de cinéma. Le FIF 2018, c'est dès ce samedi au cœur de Namur, avec 13 films en compétition officielle, mais aussi plus de 150 œuvres projetées. Le FIF est désormais un festival reconnu dans la francophonie. Clap de fin prévu vendredi prochain, lors de la remise des Bayards d'Or. Le clap de début a donc commencé, on peut entrer dans le vif du sujet. Chaque jour, un étudiant ou une étudiante viendra nous parler d'un film qu'il a vu durant ce FIF. Et ce premier film aujourd'hui, c'est Mitra, du réalisateur belge Jorge León. J'espère que je prononce bien votre prénom, Jorge. Oui, parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est Charlotte qui est à côté de moi qui a vu votre film. Bonjour, elle va tenter de le résumer et apparemment, c'est pas si simple que ça.
Non, alors ce film raconte l'histoire de Mitra Kadivar, une psychanalyste israélienne qui se fait interner injustement pour schizophrénie. Elle fait alors appel au docteur Miller, un psychanalyste français qui pourrait l'aider à s'en sortir. Et vous avez basé votre film sur l'échange entre ces deux personnes, l'échange de mails. Je vous propose de regarder un extrait tout de suite. Dear Mr. Miller, a policeman came to my house 2 hours ago. Tomorrow, I have to go to the police station. Dear Mr. Miller, otherwise they will return the warrant for my arrest. Vous racontez donc l'histoire de Mitra, donc cette psychanalyste iranienne, mais c'est aussi l'histoire d'un opéra en création sur cette même histoire. Vous allez donc suivre des chanteurs qui vont s'inspirer du monde de la psychanalyse et de cet univers de la maladie mentale, et vous allez avoir des témoignages très prenants. Alors il y a beaucoup de choses dans ce film, il y a beaucoup d'histoires parallèles qui se mixent, qui se mélangent. Voilà, je voulais savoir d'abord, comment est-ce que vous avez réussi à mélanger toutes ces histoires? Quelle est peut-être la première qui vous a inspiré à faire ce film? C'est la découverte de ces échanges de mails qui étaient publiés sur Internet. Je les ai découverts par hasard sur un petit document PDF. Et puis, lorsque j'ai ouvert ce document, j'ai découvert ce premier mail de Mitra Kadivar qui, en substance, dit « Cher Monsieur Miller, je suis dans le pétrin. Ils vont m'emmener en hôpital psychiatrique. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Bien à vous, Mitra Kadivar. » Et c'est cette dimension de l'appel, la puissance comme ça, de l'appel à l'aide qui m'a beaucoup touché. Surtout qu'il s'avère que cet appel a été entendu. Et donc, Jacques-Alain Miller, depuis la France, essaye de la libérer. Et l'idée de l'opéra, c'est très clair. C'est vraiment sur base de ces échanges de mails, j'ai eu envie qu'ils deviennent la base d'un livret d'opéra. Et donc, à mesure que la voix de Mitra disparaît en psychiatrie, elle est amplifiée par le chant opératique grâce au cinéma. Alors, entre documentaire et mise en scène, vous frôlez quand même très souvent la limite de la fiction. J'ai parfois même perçu la caméra comme un personnage à part entière dans votre film, des échanges face caméra qui étaient très mis en scène. Justement, quelle est la limite entre la réalité, le spontané et la mise en scène, justement ? Pour moi, il n'y a pas de limite. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est la justesse. Alors qu'elle soit mise en scène ou qu'elle ne le soit pas, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est vraiment la dimension de la justesse des personnes qui partagent l'expérience de cinéma avec l'équipe. Et dans ce cas-ci, en effet, il y a eu tout un travail, entre autres, avec les patients en psychiatrie qui étaient très conscients qu'ils étaient filmés. Donc, ils ont développé tout un travail avec nous, à travers des ateliers, entre autres, et à travers l'histoire de Mitra. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés l'histoire de Mitra et ont tenté de voir en quoi cette histoire-là singulière résonnait avec leur propre vécu. Vous brisez quand même les codes du documentaire. Vous brisez quand même les codes du documentaire. Ouais, disons que ce sont des codes que je connais. Ça m'intéresse en tous les cas de les questionner. Alors, vous avez un cinéma engagé. Vous y parlez d'une psychanalyste femme dans un monde où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Vous parlez aussi de la marginalisation des patients psychiatriques dans notre société. Il y a des thèmes comme l'isolement, la justice. Quel était le message principal que vous vouliez faire passer, si on devait en retenir un ? En termes de message, je ne sais pas, mais en tous les cas, la dimension de la solitude qui m'a semblé être l'élément que nous étions tous en mesure de partager, en fait. Ce sentiment de solitude qu'on expérimente tous, dont on fait l'expérience tous une fois dans notre vie, je pense. Là, il y a eu quelque chose de puissant dans le fait de cette femme qui se retrouve là tout à coup enfermée et qui demande de l'aide et elle l'obtient. Donc il y a une éthique de solidarité là qui me semble essentielle. Merci beaucoup, Jorge et Léon, pour votre film Mitra. Merci, Charlotte, ça s'est très bien passé. Tu pourras revenir. Merveilleux. Je vous l'ai dit en début d'émission, ce magazine est entièrement réalisé par des étudiants. Ceux de l'IEX sont de futurs journalistes. Ceux de l'AELB se destinent aux métiers techniques de la télévision ou du cinéma, caméraman, preneur de son, monteur, script. Cette émission, c'est donc une sorte d'exercice grandeur nature. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Eh bien, je pense que c'est Aude qui va nous donner et nous dévoiler les coulisses de Silence on Fif. Préparation des caméras et des lumières. Pour le plateau télévisé, les étudiants installent le matériel qui servira à tourner les émissions Silence on Fif. Cadreurs, preneurs de son ou encore journalistes, cette semaine, chacun travaillera à la réalisation d'une émission créée intégralement par leurs soins.
On parle toujours à l'école avec les cours théoriques de beaucoup de choses et donc c'est chouette de pouvoir les mettre en application sur un exercice qui est assez pro. Lancé en 2013, Silence en FIF réunit plus de 80 étudiants pour la réalisation de 7 émissions tout au long de la semaine. Maëlle et Catherine, futures journalistes, interviewent comédiens et réalisateurs dans différents lieux culturels de Namur. Bon, le FIF, c'est une super bonne expérience pour l'IEX parce que ça nous permet de un peu toucher au cinéma, de voir énormément de réalisateurs et d'acteurs. Et c'est une énorme opportunité pour des étudiants de se trouver plongés dans le métier aussi directement. Est-ce que vous vous attendez à une semaine sous pression ? Ah oui. Ouais, super sous pression. Cette semaine intense de couverture du FIF offrira aux étudiants l'opportunité de travailler dans les conditions du direct. Un exercice, mais surtout une véritable émission diffusée sur la 3. Non, c'est un exercice. Il y a le stress du direct, de la diffusion, et donc on les responsabilise plus et on professionnalise ce côté de l'exercice. Voilà, on va terminer par une autre tradition. Dans cette émission de 30 minutes, seul le présentateur est un professionnel. Tous les jours, il faut que le magazine du lendemain soit prêt. À minuit, on ferme boutique et tout doit être prêt pour le lendemain. Donc c'est un fameux défi, c'est la réalité du métier. C'est travailler vite, c'est travailler de façon très efficace. Et être confronté au monde professionnel puisqu'on a affaire à des réalisateurs, à un circuit professionnel grâce au festival. Et donc c'est une plateforme professionnelle extraordinaire pour les étudiants. Comparable à un stage en situation réelle, cette semaine au FIF est une opportunité à saisir pour certains qui deviendront les réalisateurs et journalistes de demain. Voilà, et le résultat, bien vous l'avez sous les yeux, un magazine quotidien de 26 minutes. Imparfait, certes, mais maintenant que vous savez que ce sont des étudiants qui sont derrière, je suis sûr que vous le regarderez autrement. Jonathan, un festival du film, ce sont aussi des rencontres très nombreuses. Hein. Oui, puisque chaque jour, nous allons suivre des personnalités au bord de la Sambre. C'est notre séquence au fil de l'eau. Et aujourd'hui, c'est une jeune réalisatrice, Nina Maricio, qui a accepté de faire une petite balade avec nous. Elle parle de ses débuts en tant que réalisatrice, mais également de son dernier court-métrage, Suspension d'audience. En collaboration avec la 3, la Elbe Ciné et l'IEX présente la 5e édition de Silence. L'an dernier, vous étiez le visage du générique de l'émission. Mais cette année, c'est en tant que réalisatrice que vous venez au festival. Vous avez réalisé un premier documentaire, Suspension d'audience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un documentaire qui est tourné intégralement dans un procès d'assises. L'idée, c'était de filmer le procès en entier et à côté de ça, de filmer les gens qui viennent voir ça pour passer leur temps sous forme de discussion dans plusieurs endroits du palais. Quand on est entré à la maison, mes enfants, ils ont couru vers moi, ma femme est venue. Maintenant, enfin. D'où vous est venue cette idée et pourquoi ce sujet ? En fait, au fil des repérages, moi j'ai été voir beaucoup de procès et puis j'ai été voir des procès d'assises qui sont les procès les plus, je veux dire, impressionnants avec les sujets les plus compliqués. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui venaient voir ça pour passer le temps, pour s'amuser entre guillemets, ce qui m'a pas mal intéressée. Donc j'ai rencontré ces gens-là et j'ai décidé de filmer les procès et à côté de ça de m'intéresser aux spectateurs. Quoi. Mais il avait l'habitude de téléphoner à son épouse 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Il n'avait pas de nouvelles l'après-midi. Oui, c'est ça. Alors il s'était inquiété, et puis à un moment donné, il est parti. Mais il était bien à 18h, il est parti, non Je pense que c'est pas 20h30. 20h30. Oui, 20h. Donc il était au restaurant, c'est pas lui. Alors dans votre court-métrage, on peut avoir les réactions de 5 personnes qui vont suivre ce genre de procès de façon plutôt régulière. Comment est-ce que vous les avez convaincus de témoigner ? Je ne les ai pas vraiment convaincus. Ils étaient très intéressés par la démarche. C'est des gens qui viennent voir ça tous les jours, tout le temps. C'est assez impressionnant. C'est super intéressant de discuter avec les autres qui ont assisté à ça aussi pour voir un peu leur état d'esprit. Ils pensent aux victimes, ils pensent à la solitude, ils pensent à la mort, etc. Je me mettais à la place du meurtrier et je me disais quelle énergie d'y aller, de prendre la personne, de frapper, et puis de dire tiens, où est le suivant
Je veux dire, Ouais. c'est... Et moi, je les ai rencontrés dans le palais. Je leur ai dit voilà, je suis intéressée par votre profil et par le fait de parler de la justice comme ça. Ça s'est très bien passé. Bon, ça non plus, je m'y attendais pas. C'est des choses qu'on ne prévoit pas, mais ces gens-là se sont très bien entendus entre eux. Ils sont presque devenus amis, quoi. Donc, au niveau des discussions, du flux de parole, ça allait très vite et j'avais presque pas besoin de m'interposer dans leur débat. Je me dis, il Ah, faut... ça suffit, quoi. 4, Mais je me dis, quelle énergie, là, cette espèce de rage. Est-ce que ce film, c'est aussi une façon de rappeler que tout citoyen a accès à ce genre de procès et peut se sentir concerné par ce genre d'affaires, de faits divers, de violences? Oui, bah la justice à proprement parler, le procès, c'était plus un moyen de parler du voyeurisme et du fait qu'on est exposé de plus en plus à ce genre d'atrocités et que ça nous intéresse, malheureusement, mais c'est naturel. Et voilà, j'avais envie de mettre en parallèle les personnes qui viennent voir ça et le procès en lui-même. Comment conseilleriez-vous les étudiants qui se retrouveraient à votre place dans un an, en tant que jeune réalisateur? Ben, je pense qu'il faut faire confiance à ses idées, donc voilà, jamais lâcher ce qu'on a entrepris. Voilà, nous, c'est vrai que c'était un film pas facile à faire. La cour d'assises, c'est des endroits où on n'a pas beaucoup accès. Donc voilà, vraiment essayer un maximum de se cantonner à ses idées de base et faire confiance à ce qu'on a envie de faire, quoi, je crois. Alors après cette première expérience, comment est-ce que vous voyez votre avenir dans le cinéma? Ben forcément, la réalisation m'intéresse, donc j'aimerais continuer là-dedans et j'aimerais écrire un nouveau film. Après, on verra si ça fonctionne et ce que l'avenir me réserve. On verra bien. Suspension d'audience, réalisé par Nina Maricio. C'est un film à voir ce dimanche à Namur à 11h à la Bourse et ce lundi à 18h15 au Caméo 3. Un festival du film francophone de Namur qui a une tonalité très féminine cette année. D'ailleurs, nous recevons Catherine Corsini. Merci d'être là aujourd'hui. Vous venez nous parler de votre film Un amour impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà été interviewée en plateau par une étudiante. Non, jamais. En tout cas, pour Justine, aussi, c'est une première. C'est une première. Alors, votre film raconte l'histoire de Rachel et Philippe, vue au travers des yeux de leur fille Chantal. Donc, il s'appelle Un amour impossible. On peut ressentir l'amour impossible dans les trois relations principales du film, donc entre le père et la mère et la fille, mais surtout le père et la fille. Donc, ma première question, c'est, vous avez adapté ce film d'un livre qui s'appelle aussi Un amour impossible de Christine Angot. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'histoire ? Ce qui m'a séduit, c'est le destin de femmes ordinaires, de cette mère, de cette fille, qui deviennent finalement des héroïnes parce qu'elles doivent combattre une histoire, j'allais dire, terrible, d'être séduite. Pour la mère, d'être séduite par un homme qui la fait rêver, qui la sort de son quotidien. On est dans les années 50, on est à Châteauroux, dans une petite ville en France. Et puis en fait, ce type va s'avérer être un pervers, un type terrible qui va la laisser seule avec sa fille, qui ne va pas reconnaître cet enfant. Et comment cette femme son combat va être justement de la reconnaissance de cette fille et comment... Une fois qu'elle l'obtient, il va de nouveau agir d'une manière assez terrible. Et voilà, c'est ces femmes qui pourraient être terrassées par les choses et qui se tiennent debout, qui ont une espèce de force et qui nous font revisiter aussi souvent beaucoup l'histoire de nos mères, l'histoire des femmes de cette époque et qui donnent quand même un éclairage assez positif parce qu'on sent que ces femmes ont de la force, ont de l'intelligence, ont de la pensée. Est-ce que c'est important pour vous de montrer les femmes fortes dans vos productions ? Je pense que pour moi, c'est presque un devoir. C'est-à-dire que j'ai envie de montrer que les femmes qui ont été, j'allais dire, tellement opprimées, tellement mis de côté dans toutes les décisions sociales, politiques, de leur donner effectivement la parole. Et de montrer comment, d'une manière parfois souterraine, elles réussissent à se battre et à exister. Et ça me paraît être un beau défi pour une réalisatrice.
Et pensez-vous que c'est un exemple pour les jeunes téléspectatrices d'avoir au cinéma des femmes fortes en face d'elles? Bah oui, parce que je pense qu'on peut se reconnaître, on peut juger aussi ou découvrir parfois justement ce qu'a été la vie de nos mères, de nos parents. Et je pense que c'est quelque chose qui est relativement important et qui peut permettre justement de revisiter un tout petit peu notre histoire. Oui. Votre film est tourné à différentes époques. On va regarder un petit extrait pour que les téléspectateurs puissent un peu comprendre l'histoire du film. Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? On n'est pas une famille. 2 personnes dans une maison, c'est pas une famille. Et nous, tu sais ce que c'est? C'est une passion. Non, c'est une rencontre inévitable. C'est l'histoire Voilà, un amour impossible, donc en compétition officielle au FIF. Merci Catherine Corsini, merci Justine. Merci. Catherine Corsini, vous restez avec nous parce que notre focus du cinéma belge est justement consacré à votre actrice principale. Oui, alors Virginie Efira a longuement été considérée comme la belle blonde sexy, taillée pour les comédies romantiques. Pourtant, elle enchaîne de plus en plus de rôles dans des registres bien différents et le succès est au rendez-vous. Alors, c'est sur ce contraste que l'on va se pencher dans le focus du jour. Virginie Efira, c'est un peu la Brigitte Bardot du cinéma belge. Femme fatale et terriblement sexy. Oh non, c'est pas exactement ce que je pensais faire. Pardon. Non, c'est moi, pardon. C'est ce que j'ai pas encore envie. Enfin, je préfère qu'on fasse connaissance. Et bien justement, faisons connaissance avec Virginie Efira. C'est tout d'abord une actrice qui nous a fait rire dans des comédies déjantées. Et puis, petit à petit, la comédienne a voulu s'éloigner de cette étiquette belle et drôle. Elle en a eu assez. Elle diversifie donc progressivement sa palette d'actrices en incarnant des personnages forts. Avocate, rédactrice en chef, DIRCOM ou encore Mère Courage. Des rôles différents qui l'ont poussée à prendre encore plus de risques. On la retrouve alors dans des films d'auteur et de genre. Ce n'est pas une négociation, c'est une proposition. Elle est notamment dirigée par Paul Verhoeven dans Elle, César du meilleur film, en tournant dans sa carrière. Amen. Amen. J'ai trouvé. Et c'est grâce à Victoria qu'elle court vers le Magritte de la meilleure actrice en 2017. Virginie Efira est aujourd'hui très demandée. Ça te fera du bien. Elle sera d'ailleurs à l'affiche du prochain Gilles Lelouch. Le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? Mais aussi Keep Going. C'est pas moi qui risque la correctionnelle. C'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air. Et puis on attend la sortie de Benedetta, la nouvelle œuvre de Paul Verhoeven dans laquelle elle tiendra le rôle titre. Virginie Efira donc, une actrice caméléon aux rôles multiples. Dans la cantine qu'elle fréquentait. Elle est ici au FIF pour présenter le dernier drame de Catherine Corsini, Un amour impossible, où elle est plus que jamais élégante, mais aussi et surtout une actrice de talent. Une rencontre inévitable. C'est l'histoire d'un amour. Chaque année, dans Silence on FIF, bien, nous avons pris l'habitude de lancer des défis aux étudiants. Cette année, on leur a demandé de retrouver les traces de films tournés à Namur. Alors bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, place aujourd'hui au premier film de Mona Poulvord. Alors, vous avez tous sûrement déjà vu C'est arrivé près de chez vous, mais sait-on vraiment tout sur ce film mythique? Eh bien, comme par exemple que certaines scènes, séquences ont été tournées à Namur, ville de Mona Poulvord. Alors, c'est Eva qui est partie à la recherche de quelques anecdotes. A-t-elle réussi son défi? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. C'est arrivé près de chez vous, c'est arrivé tout près d'ici.
Le film qui a lancé la carrière de Benoît Poelvoorde a été tourné en partie à Namur. On nous a lancé le défi de retrouver les différents lieux de tournage dans la ville. C'est parti. Du coup, on a atteint notre premier objectif puisqu'on vient de trouver, selon nous, l'ancien magasin de la maman de Benoît Poelvoorde qui s'appelle Près de chez vous. On va aller voir tout de suite à l'intérieur si c'est bien celui-là et si les personnes peuvent nous donner quelques informations. Il y a énormément de membres de la famille de Benoît Poelvoorde qui ont tourné dans le film. Et la maman de Benoît Poelvoorde, quand ces scènes ont été tournées, elle ne savait pas que c'était une fiction. Elle pensait qu'on tournait un vrai documentaire sur la vie de son fils Benoît. C'est ici que j'ai grandi. Pour la petite histoire, donc c'était tenu par Jacqueline Stimard. Donc ça s'appelait chez Stimard, c'était une épicerie. Donc. Quand nous on a repris à l'époque l'épicerie, on s'est dit on va changer de nom et on a fait un petit clin d'œil par rapport au film, donc on l'a appelé Près de chez vous en rapport à cette arrivée près de chez vous. Je pense que le café Le Collège qui se trouve dans le piétonnier là pourrait éventuellement vous répondre par rapport à ça. Je pense que Benoît y est de temps en temps, mais je n'en sais pas plus. Un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. À l'origine, c'était le film de fin d'études de Rémi Belvaux, l'ami de Benoît Poelvoorde qui étudiait à l'INSAS, une école de cinéma francophone à Bruxelles. Le budget était d'environ 25 000 €, ce qui nécessitait donc de trouver des lieux de tournage déjà connus, comme ici au collège, que le grand-père de Benoît Poelvoorde, Hector, fréquentait régulièrement. On va tout de suite rencontrer Jean, le patron de l'établissement, qui était présent lors du tournage. Ce fut vraiment le départ, c'était le premier film de Poelvoorde. Et ça a commencé ici avec son grand-père. Il a commencé pour dire « Mon grand-père est là et je veux qu'il soit dans mon film ». C'est extraordinaire, ça. J'ai 2 slips de Brigitte Bardot. Le type était enthousiasmé, mais je dis, ça coûte 200 francs le slip, hein. Mais à ce moment-là, 200 francs, je vous parle de ça, à cette époque-là, c'était beaucoup. C'est arrivé près de chez vous, c'est donc un film emblématique de Namur. Le film a marqué les esprits et la ville, puisqu'on peut encore aujourd'hui en voir les traces. Et alors, il y en a un autre qui bouge, mais celui-là, je ne le montre pas au caméra. Non, comme ça, imbécile. Alors Eric, défi réussi ? Bah oui, évidemment, c'est réussi, on ne peut pas dire autre chose. Hein. Et je peux déjà vous dire que le défi de demain concernera à nouveau le plus célèbre des acteurs namurois. Ce festival du film de Namur, bien, on en parle en télévision dans ce magazine, mais également sur le web. Hein. Nos étudiants alimentent le BBB, le Bruxelles Bondi Blog. Une de leurs séquences quotidiennes s'appelle La dernière fois. Et le premier à s'y soumettre, eh bien, c'est Guillaume Senez. C'est le réalisateur du film qui a ouvert ce FIF, Nos batailles. Bonjour, je m'appelle Guillaume Senez, je suis le réalisateur de Nos batailles et je suis ici pour présenter mon film en ouverture du FIF Testnota. C'était tout à l'heure en interview. J'y vais tous les jours en ce moment, je fais que des avant-premières, donc c'était hier soir à Lille. Oh là là, aucune idée. Mon dernier verre d'alcool, hier soir. Je pense que j'ai beaucoup d'idées de merde, je pense qu'on n'ose pas me le dire. Je suis pas quelqu'un de violent, je suis un faux calme, mais c'est à l'intérieur, donc je n'extériorise jamais. J'ai l'impression que je dis des gros mots toute la journée. Alors c'est marrant parce que j'étais en casting vendredi et j'ai vu beaucoup de talent. J'étais tout à l'heure en interview. Voilà, c'est donc à revoir tous les jours sur Internet. Dans notre équipe, il y a aussi des étudiants en photographie. Chaque jour, leurs professeurs leur soumettent un thème. Alors, pour le premier jour, c'est facile, le thème s'imposait de lui-même. C'était les préparatifs du FIF. Voici donc les 2 clichés que nous avons choisis.
le tapis rose, bien sûr. Alors, on commence par l'autre image, c'est-à-dire l'installation des spots et des éclairages du chapiteau. Chapiteau où se déroule d'ailleurs cette émission tous les jours. Vous pouvez venir y assister en direct. Et puis, bien sûr, le tapis rose que nous envie le Festival de Cannes. Voilà, une émission qui touche à sa fin. C'est passé vite, en tout cas pour nous. Je crois qu'en gros, ça s'est bien passé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain au même endroit, c'est-à-dire à 13h sur le chapiteau pour l'enregistrement ou en deuxième partie de soirée sur la 3. Le tout est à revoir, bien sûr, sur Internet et sur Ovio. Merci à tous. Merci à nos invités. Bravo à nos étudiants. À demain.